Dans le cadre du Samasour édition 2024, la semaine de l'Université de Bondy, couplée avec le 60e anniversaire de sa création, était essentiellement animée par des communications scientifiques autour du thème santé et bien-être, des portes ouvertes et des activités sportives. Partant des exemples concrets de quelques plantes, Dr Jérémy Ngezahayo, enseignant-chercheur à la faculté des sciences, a éclairé le public sur la place des plantes médicinales au Bondy dans la découverte de nouveaux médicaments. Oui, je vais commencer par cette plante-là que j'ai à main, les plantes-là. Elle se trouve dans nos jardins. Elle est vraiment très importante dans nos jardins. Elle est très importante. Donc, la chimiothérapie actuelle est centrée sur les dérivés de la plante, c'est-à-dire la molécule qu'on appelle la vincristine et la vinblastine sont isolées de cette plante. Cette plante s'appelle la pervenche, c'est en français. Elle est d'origine du Madagascar, c'est pourquoi on l'appelle pervenche du Madagascar, ou bien Catalandrus resus, ça c'est le nom scientifique. Et là, c'est vraiment très utilisé donc, contre le cancer du sein, cancer de la rate, cancer du foie, et puis cancer du corps de l'utérus. Donc beaucoup de types de cancers sont utilisés, beaucoup de cancers sont luttés grâce à cette plante, sont soignés grâce à cette plante à cause des molécules vincristine et vinblastine qui se trouvent dedans. Donc la deuxième molécule, donc la deuxième plante, je n'ai pas pu la trouver ici facilement, c'est Umusekerasuka en Kirundi et c'est Platostoma rotentifolium. Alors, moi, c'est mon travail en fait. J'ai trouvé qu'il y a beaucoup d'antimicrobiens qui sont là, donc, notamment les acides ilsoliques, acides corzoliques, acides tourmentiques. Et là, ce sont vraiment des médicaments, des perspectives qui sont utilisés contre les microbes, donc comme les maladies de la peau, donc, notamment les teignes, donc ce qu'on appelle communément Urubandu, ou bien les maladies, d'autres maladies de la peau, donc c'est tout pour les enfants. Mais aussi, j'ai trouvé aussi qu'il y a un composé qui est activé contre le cancer. Et là, c'était le cancer de la peau aussi. Et là, c'est ce que j'ai, comme c'était un composé nouveau, tout neuf que j'ai, la première fois que j'ai trouvé cette plante, donc plutôt c'était molécule dans la nature, dans le monde entier, je l'ai appelé acide jérémique, donc en référence à mon nom Jérémy. Donc je l'ai appelé acide jérémique. Cette molécule, ce perspective a une activité contre le cancer. Et ça se trouve dans Umusekerasuka, très important contre le cancer de la peau. Ensuite, il y a la troisième plante, c'est Moringa oleifera, vraiment. Vous la connaissez la plante, elle est très importante, Moringa. Donc ça contient vraiment des phytomédicaments. Ce qu'on appelle communément ingaburo, des phytomédicaments. Donc parce qu'il y a des glycosinolates qui sont là, des glycosinolates, donc ce sont ces molécules-là. Par exemple, ceux qui, vous avez déjà coupé les choux, cette odeur-là que vous sentez, ça ce sont des glycosinolates et ça se trouve également dans Moringa oleifera. Donc la quatrième plante, c'est ce que j'ai ici, c'est vraiment, on appelle ça Nîmes, bon. Nîmes, c'est une en plus que ce soit, donc ce n'est pas d'origine burundaise, mais on la connaît sur le nom de Arbaïne pour dire que ça peut soigner une quarantaine de maladies. Mais quand même, je vais souligner ici ça, la graine de Nîmes. La graine de Nîmes contient un insecticide très utilisé dans le monde entier. Un insecticide qu'on appelle azadirachtin, donc la molécule de Nîmes, plutôt la plante Nîmes s'appelle Azadirachta indica, ça c'est le nom scientifique. Et le principe actif s'appelle l'azadirachtin. Très important comme insecticide. Donc c'est aussi utilisé comme infertilité, donc pour lutter contre l'infertilité, les microbes, ainsi de suite, et le cancer. Cinquième plante, donc nous avons la quinquina, vous connaissez. Ouais, donc moi j'ai été à Moaro à un certain moment, j'ai trouvé que les gens grattaient la plante, là, gratter les écorces de la plante pour se soigner contre la maladie. Donc c'est là où on a découvert, on a isolé la molécule, la quinine, la perspective quinine contre la maladie. Donc sixièmement, donc Artemisia annua, là aussi c'est une plante qui soigne la maladie aussi. Et donc là, le perspective c'est Artemisia annua, et là c'est d'origine chinoise, et rappelez-vous, c'est vraiment le prix Nobel de 2015. Donc c'était centré sur Artemisia, la découverte de l'artémisinine à partir de Artemisia annua. Et il y a aussi une septième plante, c'est Eucalyptus, donc ce qu'on appelle communément Mucatus, principalement celle qui est un peu blanche. Donc là, c'est utilisé contre les maladies respiratoires, notamment le coronavirus. Vous savez qu'on a utilisé beaucoup contre les maladies respiratoires, la toux,
et ainsi de suite. Donc, voilà, ça contient les huiles essentielles. Enfin, ce sont ces huiles essentielles qui sont responsables de cette activité contre ces infections respiratoires. Il y a aussi une plante qu'on appelle Tetradenia riparia, c'est Umuravumba. Tout le monde connaît Umuravumba. Là aussi, ça contient beaucoup de composés. Donc, ce sont des huiles essentielles principalement, qui sont actifs contre les maladies de la peau notamment. Et c'est ce que vraiment on utilisait aussi pendant la période de Corona. Il y en a qui l'utilisaient aussi pendant cette période. Alors, 9e plante, on peut trouver par exemple, je pense que vous connaissez ça, Oumobiliser. Ça vous dit quelque chose? Oumobiliser est très mal utilisé contre les microbes, contre le diabète. Et il y en a qui l'utilisent aussi contre la toux. Il y en a qui l'utilisent contre les pestes, donc contre les insectes, donc pesticides. Donc, c'est très utilisé parce que ça contient les principes actifs qu'on appelle des terpènes. Et ces terpènes sont très importants dans la lutte contre tous ces fléaux que je viens de citer. Donc, une 10e plante, on peut pas parler de Umuvazivazi. Donc, scientifiquement, on l'appelle Pogonospermum subsessile. Donc, ça lutte contre les microbes. Donc, on peut l'utiliser contre les pesticides aussi. On peut l'utiliser contre beaucoup d'autres pathologies, y compris le cancer aussi. Et ça contient beaucoup de molécules qu'on appelle les composés phénoliques. Voilà en gros quelques plantes que je peux citer. Sinon, il y en a plusieurs plantes ici au Burundi et qui sont très recherchées parce qu'ils sont activés contre une série de pathologies. Se basant sur les résultats d'une étude transversale analytique réalisée au Centre d'Europe psychiatrique de Kamenge, Madame Mik Sabimana, doctorante à l'école doctorale de l'Université du Burundi, a présenté les facteurs associés à la prévalence des maladies psychiatriques au Burundi. Par rapport à cette thématique de recherche, donc au Burundi, il y a beaucoup de gens qui souffrent de maladies psychiatriques et on se rend compte qu'il y a un gap dans la prise en charge des maladies psychiatriques. Donc vous apercevez facilement des malades psychiatriques qui déambulent dans les routes de Bujumbura et qui ne sont pas prises en charge. Donc, ce travail de recherche insistait sur la prévention des maladies psychiatriques, d'où ce sujet de facteurs explicatifs des maladies psychiatriques. Donc, l'objectif de ce travail était d'identifier des facteurs qui vont intervenir dans le développement des maladies psychiatriques. Et quels sont alors les facteurs qui ont été identifiés? Donc, il y a les facteurs liés au stress psychosocial, par exemple la perte d'un être cher, la maltraitance durant l'enfance, les conflits familiaux, également la consommation de drogues illicites, mais également le fait de vivre dans un milieu rural. Donc, dans ce travail de recherche, j'ai identifié que les gens qui ont vécu le stress psychosocial sont plus à risque de développer les maladies psychiatriques. Les gens qui ont consommé les drogues illicites sont plus à risque de développer les maladies psychiatriques, mais également les gens qui viennent du milieu rural sont plus à risque de développer les maladies psychiatriques et ces résultats ont été trouvés dans d'autres régions du monde. Au regard de l'ampleur de ces pathologies, Madame Mik Sabimana a formulé un certain nombre de recommandations pour améliorer la santé mentale de la population. Alors, quelles sont alors mes suggestions à faire par rapport à mes résultats de recherche? Au ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida, je leur suggère d'intégrer le volet psycho-affectif dans les hôpitaux, que ce soit les hôpitaux de district ou des hôpitaux régionaux, qui est des psychologues pour finalement gérer ces situations de stress avant que les gens ne développent les maladies psychiatriques. Également, il faut ouvrir des centres de désintoxication des drogues. C'est-à-dire que nos jeunes gens qui ont consommé les drogues, qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider? Il faut ouvrir ces centres de désintoxication pour qu'ils soient traités tôt avant qu'ils ne développent les maladies psychiatriques. Et par rapport au milieu rural, la problématique concerne surtout l'accès aux soins de santé. Donc, les gens du milieu rural, vu le fait qu'ils n'ont pas assez de moyens financiers pour s'acheter les médicaments pour traiter les maladies psychiatriques, ou qu'ils n'ont pas les moyens de se faire traiter rapidement. Donc, il faut améliorer leur accès aux soins de santé. Au chapitre des portes ouvertes, le professeur Leandre Simbanani, enseignant-chercheur à la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation,
à présenter et expliquer au public les différents tests psychologiques qui servent à mesurer le fonctionnement du cerveau humain. Cette nouvelle version comporte, je dirais, 15 sous-thèmes. Il y a un thème qui va mesurer la compréhension verbale, comment la personne comprend les informations et qu'il les verbalise. Il y a un thème en rapport avec le raisonnement perceptif. Le raisonnement perceptif, c'est notamment ici, je vous demande, vous percevez ces images, je vous demande de choisir 3 images parmi les images qui sont en bas, et les 3, quand vous les mettez ensemble, ça forme cette image. On va voir la rapidité avec laquelle vous percevez correctement ce qui va ensemble. Hein, et voilà, c'est ça le raisonnement perceptif. Choisissez 3 images parmi les 6 qui sont là. Quand vous les mettez ensemble, ça forme cette image, un raisonnement perceptif. Je n'ai pas donné l'exemple de la compréhension verbale. C'est par exemple des questions en rapport avec l'information. Par exemple, je vous demande, bon, ici, dans ce test, on va poser des questions de tout genre. Par exemple, on va dire, qui est Victor Hugo? Ça, c'est les Français. Au Burundi, je demanderais qui est Narunyonga, par exemple. Enfin, sous-thème mémoire de travail. La mémoire de travail, c'est pour voir si vraiment la mémoire fonctionne très bien. On va vous donner, par exemple, des chiffres. Et on vous dit, après, quand j'aurai fini de vous dicter les chiffres, vous me les redites dans le même sens. Par exemple, je dis 3, 4 et 2. Vous répétez 3, 4 et 2. Mais après, je continue 5, 3, 7, 8, 9. Dans le même ordre. Donc, j'augmente la difficulté. Et puis, une autre série, je vous donne des chiffres, mais vous allez me les donner dans l'ordre inverse. Vous voyez, je travaille la mémoire, je corse. Ouais, et puis, après, je vais vous demander, je vais vous donner des chiffres et des lettres. Vous m'aurez redonné, en commençant par les chiffres dans l'ordre croissant et les lettres dans l'ordre alphabétique. Donc, ouais, c'est vraiment pour voir si la mémoire est bien huilée, etc. Et avoir d'autres questions, par exemple, on va vous demander, mais vous voyez ça, cette image, il y a quelque chose qui manque sur cette image. Est-ce que vous voyez qu'il y a dans cette image quelque chose qui manque? Perception, percevoir correctement et rapidement. Si vous voyez bien, la rose du milieu n'a pas d'épines. D'accord? Hein? Qu'est-ce qui manque sur cette image? Percevez rapidement et raisonnez. Qu'est-ce qui manque sur cette image? Vous voyez pas? On verse de l'eau, mais on ne va pas d'eau filer d'eau ici. Il y a une logique, hein? C'est des exercices. Donc, voilà, intelligence générale, autre chose, d'autres thématiques, la vitesse de traitement de l'information. On va, dans quelle vitesse vous allez traiter une information? On vous dit par exemple, vous voyez ceci, il y a un carré rouge, un triangle jaune. Et vous allez, chaque fois, dans chaque série, vous barrez tout ce qui est carré rouge et triangle jaune. Et puis on vous donne toute une série et c'est chronométré. Donc c'est toujours dans la perception, plutôt dans la vitesse du traitement de l'information. Bref, voilà pour dire, après vous calculez, il y a des, ça je vous passe, hein, il y a comment vous cotez le nombre de points que vous donnez à chaque réponse correcte, etc. Et puis, vous allez utiliser des tables pour calcul du quotient intellectuel. Et alors, le quotient intellectuel, le plus grand, ça va jusqu'à 140. On va voir si vous êtes en génie ou si vous êtes en débile. Enfin, alors, ça, c'est intelligence générale pour des adultes de 16 à 79 ans. Intelligence générale. Ceux qui veulent chercher leur quotient intellectuel, demain, vous venez, je vous les calcule. Ça, c'est pour les enfants. Motricité. Les enfants, la motricité chez les enfants. On veut voir si l'enfant est capable, par exemple, vous lui donnez ça, et vous lui donnez ceci, vous lui dites de rapidement faire entrer ceci dans cela, le plus rapidement possible. Vous lui donnez ceci, et vous lui dites, donc vous lui dites hein, d'enfiler ça rapidement comme ceci. Ou bien vous lui donnez cet exemple
et vous lui donnez ça, vous lui dites de construire la même chose. Et vous lui donnez ça, vous lui dites de rentrer rapidement, le plus rapidement possible. Alors, ça c'est le matériel pour l'équilibre. Donc, il y a beaucoup de, il y a la dextérité manuelle. Tout ce que je vous ai donc vous montrer, dextérité manuelle. Est-ce que l'enfant, il est capable rapidement de le faire? Dextérité manuelle. Toujours dextérité manuelle, ce que je viens de vous montrer, dextérité manuelle. Tout est consigné, etc. Alors, dextérité manuelle, vous découpez ici, il y a une feuille derrière, vous la découpez et vous lui demandez, vous lui donnez un feutre et il va suivre. Ça, c'est pour l'enfant de 3 à 6 ans. Pour l'enfant de 11 à 16 ans, c'est la même chose, mais plus petit. Ouais. C'est plus petit pour voir s'il va suivre ça, en plus petit. Et pour l'enfant de 11 à 16 ans, c'est encore plus petit. Hein? Voilà, c'est encore plus petit. Vous découpez, vous lui donnez, vous lui demandez de suivre. Alors, je vais vous montrer. Et puis alors, il y a d'autres outils. Vous lui donnez ça et vous lui mettez la cible à 1,8 mètre. Et il doit jeter dedans. Ça, c'est pour un petit. Ou alors, vous lui donnez un support. Ce support, par exemple, vous lui demandez de tenir sur une jambe pendant 30 secondes. Et alors, vous faites une ligne avec un ruban. Il y a un ruban quelque part ici. Vous faites une ligne, vous lui demandez de tenir sur la ligne. Donc 4,5 mètres. Quand je dis 4,5 mètres, c'est parce que celui qui a construit le test, il a étalonné. C'est-à-dire que ça doit être ça et pas autre chose. Parce que vous allez comparer cet enfant avec les autres, histoire de comparer. Et ici, vous lui demandez, avec ces supports-là, de sauter d'un tapis à un autre. Ça, c'est pour le petit. Alors, l'âge supérieur, c'est à 10 ans. C'est la même chose, mais de façon plus corsée. Vous voyez les mêmes instruments. Vous lui demandez d'enfiler dans ceci. Vous lui demandez d'utiliser la même chose, etc. etc. Alors, ici, c'est la viser et attraper. Vous lui demandez de viser sur un mur blanc. Il jette la balle revient, il l'attrape. Donc, vous voyez, si l'enfant est capable de saisir, donc, selon l'âge, il doit être capable de saisir. Et puis, voilà, pour l'âge supérieur, donc 13, il y a toujours des jeux d'équilibre, c'est la psychomotricité. Viser, attraper, équilibre sur les pieds, équilibre toujours à sauter, etc. Ça, les enfants burundais jouent ça à la cour de récréation, ils jouent à ça. Alors, 11 à 16 ans, les mêmes exercices, mais plus corsés. Exercice dextérité, viser, attraper, tracer une ligne, etc. Donc, vous avez vu comment on peut mesurer. Ah, donc, je vais pas monter une planche pour se tenir debout sur ça. Se tenir debout sur ça quand il est encore petit et se tenir debout sur ça quand il avance en âge. Donc, je vais me résumer. Donc, on peut mesurer bien la motricité, la psychomotricité des enfants avec ces matériaux. Je vais vous montrer un autre type. Ça, c'est intelligence, psychomotricité. Il y a l'attention, l'attention. Est-ce que l'enfant est attentif? Est-ce que l'enfant ne se laisse pas distraire rapidement? Parce qu'il y a il y a un trouble qu'on appelle trouble déficitaire de l'attention et hyper activité. Un enfant, par exemple, qui ne peut pas se tenir tranquille en classe, qui ne sait pas écouter le temps que le prof explique, etc. Tout ça, on peut mesurer avec un certain nombre de stimuli, hein, comme on appelle, et on peut voir si l'enfant a un trouble de déficit de l'attention et s'il est hyperactif. Alors, si l'on diagnostique ce trouble-là, on met sur pied un programme spécial, spécifique, adapté aux enfants de cet âge. J'ai des expériences, des enfants, des parents qui viennent me trouver
que je diagnostique ce trouble de déficit, ce que je fais un rapport circonstancié, je vais à l'école, j'explique aux responsables de l'école, j'explique aux enseignants, et je leur donne un programme qui va les aider à aider l'enfant, au lieu de le considérer comme quelqu'un qui n'obéit pas, qui ne se tient pas tranquille, il change de regard. Je dis c'est un trouble, mais si vous l'aidez correctement en suivant ces directives, cet enfant pourra rattraper, s'il a un retard, etc. Donc on peut mesurer ça chez les enfants. Alors il y a aussi, on peut mesurer ce qu'on appelle les tests de personnalité. Il y a avec des tests qu'on appelle des tests projectifs. J'ai choisi au hasard un test ici, le test de Zondi, et c'est fait par de 24 photographies des personnes atteintes de différents troubles mentaux. Et ce qu'on va demander à la personne, c'est vous étalez les photos, vous demandez aux gens, choisissez les 2 photos que vous aimez le plus, il choisit. Choisissez les 2 photos que vous n'aimez pas, il choisit. Et ce que nous en faisons, c'est le travail du psychologue. Je saurai comment vous fonctionnez. Juste, vous faites ça et puis moi, et c'est ça, nous sommes sorciers. Alors voilà. Donc il y a des tests psychologiques que nous utilisons pour mesurer les différentes fonctions du fonctionnement mental, mémoire, intelligence, attention, psychomotricité, etc., etc. Et pendant tout ce temps, nous faisons aussi des recherches que nous publions. Moi, spécifiquement, c'est la santé mentale qui m'intéresse. Et nous venons il y a 2 ans, je crois, nous avons mené une recherche en Gozi dans 2 districts sanitaires, Bouillé et Kiremba, pour voir comment on peut intégrer les soins de santé mentale dans les soins de santé primaire. Parce que les soins de santé mentale, vous savez bien que les soins de santé mentale, vous savez bien que ce n'est pas intégré. Vous n'allez pas dans le centre de santé pour être soigné d'un trouble mental. Le ministère de la Santé a voulu intégrer ça dans les différents hôpitaux et nous avons fait une recherche pour voir ce qui est possible de faire. Nous avons fait ça. J'ai publié des recherches, de communication, recherche et pratiques en santé mentale suite aux violences politiques, violences de masse, de construction psychique et des liens sociaux. C'est des livres en commun avec d'autres chercheurs. Se souvenir, comprendre et se réconcilier. Donc nous faisons beaucoup de choses. Service à la communauté, quand nous aidons les gens à détecter les troubles et à les aider à résoudre les différents problèmes. Quand nous faisons de la recherche pour enrichir nos enseignements. Et voilà.